Bon, Jean-François Gautier, alors vous êtes, je le disais, un monstre pluriel, à la fois musicologue ou musicographe, bon connaisseur des antiquités, philosophe, vous avez été journaliste, vous écrivez dans de nombreuses revues, vous êtes aussi thérapeute. Dans tous les mots que je viens d'utiliser pour décrire ce monstre secret que vous êtes, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas? Pas tout à fait secret. Le charentais est discret, comme vous l'avez vu depuis que vous êtes vous-même charentais. Oui. La ferme charentaise est une ferme à Courcarré. Il y a un grand portail. Quand le portail est fermé, on y vit chez soi. Quand on est viticulteur charentais, on a plusieurs métiers. On s'occupe de la vigne, on s'occupe de l'élevage du vin, on s'occupe de la distillation, on s'occupe du vieillissement. Donc il y a une palette de métiers, une palette de talents, mais tout ça se fait dans la discrétion. C'est l'habitude charentaise qui tient à quoi? Qui tient au fait que, je l'avais vu ça, pour les souvenirs que j'ai de mon grand-père, c'était inscrit sur son visage. Votre grand-père, Cognac Gautier, Gautier, oui, qui était à Aigre, mais qui était héritier d'une maison qui datait de 1685 avec des lettres et qui avait eu des lettres patentes, oui, de 1755. Nous sommes en Charente et dans le Cognac. Voilà. Et quand il a pris la suite de son père juste avant la guerre de 14, mon propre père n'était pas encore né. Lui-même travaillait avec les eaux-de-vie qu'avait élevé son grand-père. Et les eaux-de-vie plus jeunes qu'il rentrait, c'était pour ses petits-enfants qui n'étaient pas encore au programme, puisque mon père n'était pas né. Et tout ça à l'horizon de 30 ans, comme on dirait maintenant. Oui, 40 ans. Oui. À l'époque où on vendait des vieilles eaux-de-vie de vraie qualité. Vous dites que les eaux-de-vie ont leur rythme. L'eau-de-vie a son rythme, écrivez-vous. Oui. Son rythme et sa durée, on ne joue pas avec. Et on le fait de manière discrète parce qu'on ne sait pas tout de la durée dont a besoin telle eau de vie dans tel fût. Tout ça, ça s'arrange au fur et à mesure. On ne le crie pas sur les toits. Vous utilisez à plusieurs reprises le mot durée et vous m'avez rectifié un jour au cours de nos conversations. Le temps et la durée, c'est pas la même chose. Bon. Le temps n'existe pas, m'avez-vous dit. Voilà. Intéressant. La durée est vécue, mais ça même Bergson l'avait mise en évidence. Le temps, c'est une abstraction, c'est un concept, mais ça n'est pas quelque chose qui existe vitalement. Alors, on va essayer de trouver des lignes de force, parce que dans cette grande foison de discipline, de curiosité, oui, on peut dire de curiosité, vous êtes un grand curieux, un vieil observateur, vous êtes une sorte de Zénon. Vous savez, le personnage de Marguerite Yourcenar, pour moi, avec des facettes de tous les côtés, tout ce qui vous intéresse, vous voulez, comme dit Yourcenar, faire le tour de votre prison aussi longtemps que vous êtes en vie, c'est-à-dire tout connaître, quoi. Ligne de force, il y en a une qui m'a beaucoup étonné, qui m'a pris à revers, je dois dire, votre refus de l'unique, de la tentation qui est un pli de l'esprit pour la plupart de nos contemporains depuis longtemps d'ailleurs, de tout ramener à l'unique, la cause unique d'un mal par exemple, ou la divinité unique. Évidemment, nous reviendrons sur votre critique du monothéisme. Même la déclinaison politique est immédiate, liste unique, marché unique, monnaie unique, espace unique. Il y a une espèce l'espace unique, oui, l'espace de cosmos unique, oui, enfin tout ça. Oui, là, oui. Mais quand on parle d'espace unique européen, c'est Schengen, c'est autre chose. C'est sans barrière. Vous pensiez aux barrières des cours de ferme charentaise. Quand il y a une barrière, il y a une barrière. C'est aussi ça le refus de l'unique, c'est-à-dire la cloison, la frontière. Il y a une antidote, c'est penser sans cesse la pluralité, opposer la pluralité naturelle, on peut dire, qui est dans la nature. Oui. Ça, c'est une de vos lignes de force, on peut dire. Ça, c'est peut-être aussi la résultante d'une formation. J'ai été très, très influencé par, d'une part, la mythologie grecque et son culte permanent de la pluralité. Rien ne se dit d'une singularité. Prenez un dieu majeur comme Zeus ou
d'autres dieux qui ne sont pas aussi éminents sur l'Olympe, mais Apollon ou Dionysos. Ils sont pluriels. Ils sont de toute façon pluriels, et ce qui se dit du divin, ce n'est pas d'un personnage en particulier, c'est de leur relation. Et ça, c'est très très important. C'est le philosophe qui parle, mais c'est aussi le médecin, aussi bien, non? Le médecin, pardon, j'y reviens, le thérapeute. Oui. Est-ce qu'on peut dire rebouteux? Enfin, on verra ça tout à l'heure. Je suis très content de me faire appeler rebouteux. Alors, vous faites allusion très souvent, parce que votre culture est immense, et très centrée sur ce qu'on a appelé longtemps les antiquités. Vous devez ça, je crois, à votre maître, à un de vos maîtres à l'université de Caen, Lucien Gerfagnon, qui vous a beaucoup marqué. Gerf, oui, m'a beaucoup marqué. Et en même temps, bon, j'ai eu la chance de faire partie de cette instruction qui a été délivrée jusqu'en 1965, 66, 67, où, même à coup de pied aux fesses, il fallait engranger sa part de latin, de grec, de physique, de mathématiques et de langue française. Et ça, c'est quelque chose dont, très tard, et même trop tard, puisqu'ils ont tous disparu, je remercie ceux qui m'ont donné suffisamment de coups de pied aux fesses pour que je m'y mette. C'est votre univers, hein, le monde grec. Encore, le monde grec, on peut dire, c'est aussi bien l'Anatolie que plus tard l'Italie. Je préfère l'expression de monde hellénique. Le monde hellénique. Oui. Ce qu'on appelle la philosophie grecque, et même la science que l'on dit grecque, est une science hellénique qui est née sur la côte est de l'actuelle Turquie, qui s'est beaucoup répandue alors dans les colonies de ces grandes villes dont les colonies, ça allait jusqu'à Marseille et Antibes. Et l'Afrique du Nord. Oui, alors il y a eu moins d'intellectuels. Et la Palestine. Moins d'intellectuels en Afrique du Nord. Mais toute l'Italie du Sud, la Sicile, où il y a eu de très très grandes écoles, notamment à côté de l'actuelle Naples, l'école d'Élée, et puis toutes les grandes écoles du Sud. Athènes a été une grande cité philosophique qu'après la gloire de Périclès. C'est le politique qui a on est venu, c'est le politique qui a fixé Athènes comme l'endroit où il fallait se faire voir et se faire entendre. Et vous ne parlez pas de centre, car vous n'avez pas non plus la réduction au centre. Ah non, non. La centralisation, bien sûr, mais l'idée de centre, vous êtes aussi un peu suspecte, non? Oui, je ne suis pas pour cela jacobin français, oui. Je vois. Et en physiologie, l'histoire des centres est une histoire terrible. Oui, on y viendra. Gerfagnon est un grand relecteur, on peut dire, de tout l'héritage antique. Oui, c'était un très grand professeur, un très grand maître. Il n'a pas été un philosophe au sens classique, et il me l'a redit 10 fois. Ne cherchez pas entre les lignes de ce que j'écris quelque chose qui serait le gerfagnonisme, ça n'existe pas. Bon. Vous avez été assez intime avec lui, enfin, vous êtes devenu intime, mais non, mais enfin, oui, voilà. Enfin, au sens classique du terme, enfin, voilà, avec des relations personnelles. Je lui ai dédicacé plusieurs livres, mais dédié celui sur Palestrina. Un de vos premiers livres, Palestrina. Oui, troisième, je crois, ou quatrième. Enfin. Alors, on peut dire aussi, d'ailleurs, chemin faisant, j'y pense, que c'est peut-être une des césures de l'Orient et de l'Occident. L'Orient a beaucoup le culte de l'unique aussi, non? Il y a un réflexe unicitaire beaucoup chez les Orientaux, non? Chez les Orientaux non helléniques. Oui, il y en a beaucoup. Oui, mais le culte de l'unité comme présence, c'est un culte des propres cultures sémitiques. Mais il n'est pas propre aux cultures indo-européennes classiques, et il n'est rentré que tardivement dans l'histoire de l'Europe, et essentiellement à partir du IVe siècle, non pas avec Constantin, comme il se dit trop souvent, bien que Constantin, sur son lit de mort, se soit converti, mais avec son troisième successeur, Théodose, oui. Où là, effectivement, le monothéisme est devenu la religion officielle et obligatoire d'un empire unique, ayant un empereur unique, incarnant un divin unique. Début d'une catastrophe pour vous? D'une catastrophe... Civilisatrice, mais enfin, qui a recouvert
le polythéisme et c'est le goût notre du histoire. pluriel des Grecs et de l'Europe. Bah, ça n'a pas recouvert. Comme c'était un discours de pouvoir, c'est un discours qui a été cultivé chez les clercs, mais absolument pas dans les religions populaires. Hein. Les religions populaires européennes sont toujours restées polylâtres, c'est-à-dire à plusieurs, disons-le, en grec ou en latin, demi-dieux. Ça, les cultes populaires sont restés comme ça jusqu'à Vatican II pratiquement. Alors il y a une autre deuxième ou seconde ligne de force qui est un peu corrélative, en tous les cas qui vient aussi des anciens, c'est le refus du temps linéaire, de la flèche du temps, de l'idée d'un sens de l'histoire. Vous avez consacré un livre à la question du sens de l'histoire. Ça aussi, c'est entré dans les têtes. On ne peut pas en faire démordre nos contemporains. Il y a un avant, il y a un après. C'est mieux, ça sera mieux après que ça n'était avant. La folie du progrès s'est collée sur cette conception linéaire de l'histoire. Vous la refusez en bloc. Oui, alors ça m'a agacé assez jeune, parce que même quand j'étais en troisième, et c'était pire en seconde, une rédaction sur deux, c'était autour du progrès, c'était autour de ce qui s'améliore, de ce qui va mieux, de la vérité enfin accessible. Enfin bon, c'était totalement absurde. On avait quand même à cette époque-là assez d'instructions en histoire pour se rendre compte que côté progrès, non, il n'y avait rien eu. Le progressisme a pris la précaution de nous faire oublier tout ce qui précédait pour pouvoir le jeter dans une opprobre générale et considérer qu'il était supérieur à tout ce qui lui avait précédé. Mais bon, un peu après, la troisième et seconde, un peu plus tard, bon, je me suis rendu compte que ces représentations, parce qu'il y en a évidemment de multiples, d'une histoire qui a un sens, qui a une flèche du temps, tourne toujours autour d'une vérité unique, qui est une vérité terminale vers laquelle on se dirige. Et cela, alors, dans les cultures helléniques, ça n'a jamais existé. Jamais. Il y a une sensibilité. Alors, bon, il y a une part de tradition de temps cyclique qui est la marque d'une ruralité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un temps des saisons, il y a un temps des semailles, il y a un temps de la récolte. Mais pour une part, vous la faites vôtre, non cette conception cyclique? Oh bah, cyclique, ici en Charente, oui, elle l'est. Et avec de multiples troubles qui s'appellent la grêle, qui s'appellent le gel, qui s'appellent... Je parle de l'échelle de l'histoire. Le retour des corsi a ricorsi, comme disait Vico. Oui, mais... Alors, bon, je sais que Nietzsche était très sensible à ça, au point de... L'éternel retour. Oui, d'aller jusqu'à s'empêtrer les pinceaux, je crois, dans un éternel retour de l'identique à l'identique. Et là, non, ça c'est une conception qui me paraît trop métaphysique et abstraite pour être vivable. Vous êtes très précautionneux vis-à-vis de tout ce qui est métaphysique et tout ce qui est simple, on peut dire. Vous êtes un destructeur de simplicité, mais c'est... Ah, pas du tout, au contraire, je suis pour un retour éminent à la simplicité, et donc pour un décrochage de toutes les idées superfétatoires avec lesquelles on passe à côté de sa propre existence. L'un, l'universel, toutes ces choses-là, ce sont des idées superfétatoires qui ne font pas partie de l'expérience ordinaire. Et le progrès? Et le progrès, non. Il y a une lecture politique, évidemment, de ce que vous dites. Vous n'êtes pas un progressiste. J'ai oublié, en déclinant vos diverses qualités, j'ai oublié de dire que vous êtes un peu aussi un militant politique. En tous les cas, vous écrivez beaucoup dans des revues assez précisément fixées sur le... Oui, dans Éléments et Nouvelle École, mais bon, sur l'échiquier politique, Nouvelle École, Éléments, la Nouvelle Revue d'Histoire. C'est un monde métapolitique. Vous avez travaillé à Minute, Valeurs Actuelles, enfin on est dans un cercle là. Oui, mais je n'ai jamais travaillé dans un parti. Je n'ai jamais eu aucune carte d'aucun parti. Vous votez même pas, j'ai l'impression, non? Je ne suis pas inscrit, oui. Vous n'êtes même pas inscrit, oui. Ouais. Bon. La République ne m'aime pas. Votre père avait une tradition monarchiste qui n'est peut-être pas la vôtre, puisque la monarchie, pour vous, ça commence mal. Il y a du mono là-dedans, ça ne vous plaît pas. Ah oui, mais attendez, il faut quand même nuancer les choses. La monarchie avait quand même laissé exister des choses qui n'existent plus, c'est-à-dire des parlements régionaux.
Et des amis bretons me signalent toujours que la République française n'est jamais revenue sur les privilèges du Parlement de Bretagne. Donc d'après les Bretons indépendantistes, il suffirait de réunir le Parlement de Bretagne. Et c'était quand même autre chose que les assemblées régionales. Maurras et De Gaulle ont beaucoup repris cette tradition. D'ailleurs, la monarchie, l'ancienne France, était plurielle. Et elle était délibérément plurielle. Elle était volontairement plurielle. La conception que vous avez, que vous opposez à l'unique et à la conception linéaire de l'histoire, réhabilite beaucoup la géographie. Il y a beaucoup de géographie chez vous, c'est-à-dire une chose est ce qu'elle est par rapport à son géos, par rapport à l'endroit où elle se trouve dans l'univers ou sur la planète. Dans le cosmos en général. Mais bon, c'est vrai de notre Charente. Il y a des mœurs qui correspondent à la géographie de la chose. La géographie de la chose, c'est tel et tel terroir, à des calcaires un peu plus denses que d'autres, ça donne des eaux de vie qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes prix, qu'on n'élève pas de la même manière, et les rapports entre les communautés sont très différents. Et là, effectivement, la nature de la Terre conditionne les relations entre les hommes. Ouais. Alors ça n'est évidemment plus vrai dans les villes. Mais les villes me rappellent toujours... il y a l'ouest de Paris et l'est de Paris, c'est pas la même chose. Hein. Oui. C'est même pas le même air, on a l'impression. Mais vous m'avez dédicacé, ou dédié même, un livre que vous m'avez envoyé par la poste depuis chez vous. Nous sommes à quelques encablures de chez vous dans la partie occidentale de la Charente. Ici, on est presque dans le Périgord. Chez moi, où vous me faites l'amitié de venir, et le livre était dédicacé de la manière suivante, la Charente de l'Ouest salue la Charente de l'Est, et pourtant nous sommes vraiment pas loin. C'est à ce point, la topographie est à ce point marquante. Nous sommes à 26 km. Oui, la topographie est à ce point marquante, ça c'est sûr. Vous êtes ici dans une Charente périgourdine qui n'a pas les mêmes reliefs, qui n'a pas les mêmes essences végétales, que la Charente qui se trouve, disons, entre Angoulême et un peu au-delà de Cognac, c'est-à-dire tout le coin de la Petite Champagne et de la Grande Champagne. Le souci de la nature, de la géographie et de la nature est très immédiat chez vous. Là aussi, c'est grec. Oui, mais enfin, c'est aussi français. Si vous remontez en Charente vers Confolens, vous êtes dans une Charente limousine, où vous n'avez pas un seul pied de vigne et vous avez encore des moutons et des chèvres. Ça n'est pas la même économie, donc ce ne sont pas les mêmes caractères. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'ils n'ont pas le même accent. D'où le refus du systématisme, toujours, parce que tout est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Non, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et beaucoup plus divers. Oui. Un système de pensée construit de manière telle que c'est toujours la même musique dans le même ordre, des mêmes mouvements qui reviennent, est un système qui est compliqué parce qu'il est destructeur de la réalité. Il est destructeur d'une vision élémentaire de la vie ordinaire de tout un chacun et de ses relations avec autrui. La grande caricature, c'est Hegel. Ah, Hegel, c'est votre bête noire. Hein. Oh, bête noire, non. La pensée allemande en général? Oui. Sauf la mystique. Bien que vous soyez très européen, nous le verrons aussi. Alors je commence à comprendre. Les obstacles de langue aussi. Ah. Il n'est pas secondaire. Ah non. Ouais. Non, mais si vous voulez... Vous êtes très militant de la Grande Europe, on peut dire, quand même. Comme projet, oui. Comme projet, mais avec cette grande difficulté. Alors, les langues, oui. Quand un jeune Français participe à des sessions, comment appelle-t-on cela, Erasmus, pour apprendre l'allemand, on rencontre un jeune Allemand qui participe à des sessions Erasmus pour apprendre le français, il se parle anglais. Il se parle anglais, mais un anglais qui est un... C'est la langue unique, encore le démon de l'unique. Oui, mais en même temps, ça n'est plus une langue. C'est un idiome qui permet de dire « passe-moi le sel ». Et d'ailleurs, le thérapeute que vous êtes éprouve aussi qu'il n'y a pas de centre dans le corps, contrairement à ce que des générations ou des siècles ont cru. D'ailleurs, c'est jamais le même centre du corps qui prévaut selon les civilisations et les siècles.
Pas de centralité, mais l'humanité cherche toujours sa centralité, y compris dans sa physiologie. Oui, l'humanité, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les traditions européennes, alors il y en a eu plusieurs, effectivement. Ouais. Il y en a une qui était issue de l'anatomie des embaumeurs égyptiens. Pour conserver un corps momifié, il faut commencer par les viscérer. Et toute la vascularisation de l'intestin, la vascularisation veineuse, est dirigée vers le foie. Et c'est le foie qui était l'organe central. D'ailleurs, les aruspices lisaient le destin. Les aruspices, c'est viscérer les animaux oui. pour lire le devenir. Et ça, c'est quelque chose qui est resté assez longtemps dans les pratiques religieuses. Et il y a eu, à partir de 1628, non sans conflit, mais ça nous y reviendrons, la mise en évidence de la circulation sanguine. Hein. Petite circulation, c'est-à-dire cœur, poumon, cœur, et grande circulation, cœur, le reste du corps, et retour au cœur. C'est-à-dire le cœur devient central à ce moment-là. Et c'est le cœur qui devient central. Là, on est au XVIIe siècle. On est, à partir de 1628, non sans conflit. Alors c'est Corneille, c'est le thumos, c'est Rodrigues du cœur. C'est comme si le cœur était le centre même de l'énergie d'un homme. De l'énergie vitale, et en physiologie, ça a été refusé. Les médecins parisiens, dirigés par un certain Guy Patin, qui était un crétin majuscule, ont refusé la centralité cardiaque. Molière, Boileau, Descartes d'abord, La Fontaine aussi, ont fait partie du clan des circulateurs. Et puis finalement, c'est rentré dans les mœurs médicales à la fin du XVIIIe siècle, quand un certain Chirac, chirurgien, au Jardin des Plantes, admis comme tel par Louis XIV, a fait admettre qu'effectivement il y avait une circulation sanguine. Et à ce moment-là, le cœur est devenu central, mais vraiment central, et c'est passé aussi dans la mystique, avec toute la mystique du Sacré-Cœur, avec toutes ces choses-là qui sont importantes. Et, même lorsqu'on a fait des transplantations cardiaques. Oui, je me rappelle quand j'étais adolescent ou préadolescent, oui, 62, 63, quand Barnhart a fait les premières transplantations cardiaques, j'ai entendu dans ma famille, mais comment se fait-il? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va pouvoir aller au paradis avec le cœur d'un autre? Parce que le cœur était à ce point central qu'on ne pouvait pas avoir le cœur d'un autre. Et alors ce rôle de centralité majeure est repris aujourd'hui par le cerveau. Et la nouvelle centralité aujourd'hui, c'est celle du cerveau. Il y a quelques années, il y a eu 5 chaires de neurologie cérébrale au Collège de France. C'est pire que d'avoir un évêque avec 4 coadjuteurs pour parler du même problème. Hein. Et bon, cette idée que le cerveau est central dans l'existence humaine est une idée qui ne tient pas debout. Mais le problème, c'est la centralité, toujours pareil. Toujours pareil. Vouloir trouver une centralité. Ouais. Voilà, la médecine, ou on peut dire la science du corps, l'anatomie, vous aimez beaucoup l'anatomie, nous allons voir ça, parle aussi et illustre cette idée force chez vous, pas de centralité. Donc nous allons retrouver ce domaine qui est votre métier dans notre prochaine conversation. Puis nous parlerons aussi des arts, de musique, du critique d'art que vous êtes. Puis on reviendra plus tard à la politique. Elle viendra ensuite. Merci Jean-François Gautier.